Sur cette avenue glacée, l'officier Daniel a vu l'impensable. Une fillette de 9 ans vendant un héros de la police, un vétéran K9 d'élite, pour seulement 5 $. Pourquoi sacrifier un tel protecteur pour le prix d'un café? Daniel l'ignorait encore, mais la vérité cachée derrière ce regard d'enfant allait briser son cœur et le forcer à défier tout le système pour sauver un frère d'armes oublié. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La ville de ce matin-là n'était plus qu'une esquisse à l'encre grise sur un papier de givre. Le long d'Oak Ridge Avenue, la neige tombait avec une densité telle qu'elle semblait vouloir étouffer jusqu'au moindre battement de cœur. L'officier Daniel Hayes, 52 ans de vie et 30 de service, sentait le froid s'insinuer bien au-delà de son uniforme de laine bleue. C'était un froid qu'il connaissait bien, une morsure qui ne venait pas de l'hiver, mais de cette solitude urbaine, ce sentiment d'être un fantôme parmi les fantômes, dans une ville qui ne s'arrête jamais pour regarder ses propres blessures. Sa patrouille touchait à sa fin. Une garde monotone de plus, marquée par le bourdonnement du chauffage de la voiture et l'odeur de café rassis. Daniel observait les rues désertes, l'esprit ailleurs, songeant à cette retraite qui approchait à grands pas et qui lui faisait peur. Qu'est-ce qu'un homme comme lui, dont l'identité était soudée à son insigne, ferait de tout ce silence? Il s'apprêtait à prendre le virage vers le poste, quand son regard fut accroché par une anomalie près des grilles, en fer forgé du Riverside Park. Au milieu de cette immensité blanche, une petite silhouette était prostrée. Elle était si immobile qu'on aurait pu la confondre avec une statue de glace oubliée par les jardiniers du parc. C'était une fillette, Émilie, dont le manteau bien trop fin semblait avoir été dévoré par le givre. À ses côtés, un berger allemand massif, à la stature de roc, montait la garde. Le chien ne tremblait pas. Ses oreilles étaient dressées. Ses yeux d'un brun profond et d'un éclat d'acier scannaient l'horizon, protégeant l'enfant contre l'invisible. Daniel ralentit, son cœur cognant contre ses côtes. Il y avait quelque chose dans la posture du chien qui réveilla ses vieux réflexes de terrain. Ce n'était pas un simple animal de compagnie, c'était un soldat, un professionnel, un compagnon de rang. Mais l'horreur, la vraie, frappa Daniel lorsqu'il fut assez près pour lire le morceau de carton suspendu au cou de l'animal, par une ficelle de cuisine grossière. Écrit d'une main enfantine, tremblante, le message tenait en 3 signes. 5 $. L'officier freina brusquement, le crissement des pneus sur la glace brisant le silence de mort du quartier. Un chien de cette valeur, un protecteur de cette trempe, mis à prix pour le montant d'un ticket de métro. Ce n'était pas une vente commerciale. C'était un cri de détresse muet. Un naufrage en direct sur le trottoir d'une avenue indifférente. En ouvrant sa portière, Daniel sentit que sa routine, ses certitudes et sa lassitude venaient de voler en éclats. Le vent s'engouffra dans l'habitacle, mais il ne le sentit pas. Toute son attention était fixée sur cet enfant qui ne levait même plus les yeux, et sur ce chien qui semblait lui dire, en un seul regard, que le temps des hommes était compté. Le craquement de la neige sous les bottes de Daniel semblait résonner comme un glas dans l'avenue déserte. Il s'approcha avec une lenteur calculée, conscient que le moindre geste brusque pourrait effrayer la fillette ou déclencher l'instinct de défense du berger allemand. Lorsqu'il fut à sa hauteur, il fit abstraction de la douleur dans ses articulations et s'agenouilla dans la poudreuse glacée, se mettant au niveau de l'enfant. À cet instant, l'officier Hayes ne vit plus une simple silhouette, mais un désastre humain. Émilie leva les yeux. Son visage était un paysage de souffrance. Ses joues étaient d'un rouge violacé, brûlées par le vent cinglant, et ses cils étaient chargés de minuscules cristaux de glace. Ses yeux, d'un bleu délavé par les larmes, fixèrent l'insigne de Daniel
avec une lueur d'espoir désespéré. « Monsieur, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un sifflement ténu. « Est-ce que vous pouvez acheter Duke ?» Daniel sentit une boule d'acier se former dans sa gorge. Il posa ses mains gantées sur ses genoux, ses yeux dérivant vers le chien. Duke. En observant la structure de sa mâchoire, la largeur de son poitrail et cette cicatrice caractéristique sur l'oreille gauche, Daniel ne vit pas un animal de compagnie. Il identifia immédiatement le port de tête altier et le regard analytique d'un vétéran de la police. Ce chien était un K9, un soldat d'élite qui avait probablement passé sa vie à traquer le crime dans les ruelles les plus sombres de la ville. Le voir ainsi, avec un prix de 5 $ pendu au cou, était une insulte à chaque officier portant l'uniforme. « Pourquoi, ma puce ?» demanda Daniel d'une voix qu'il s'efforçait de garder stable. « Pourquoi veux-tu vendre un tel héros pour seulement 5 $? Les lèvres d'Émilie tremblèrent violemment. Elle enfouit ses petites mains dans la fourrure épaisse de Duke, cherchant une chaleur que ses vêtements ne lui offraient plus. « La faim est plus forte que les souvenirs, monsieur, » répondit-elle avec une maturité terrifiante pour son âge. « Papa dit que Duke a sauvé des dizaines de personnes. Il dit que c'est le plus grand des braves. Mais papa ne peut plus se lever. » Elle marqua une pause, une larme solitaire traçant un sillon chaud sur sa joue gelée. « On n'a plus de bois, plus d'électricité, et papa n'a plus ses pilules pour ses poumons. Je ne veux pas l'argent pour un jouet ou pour manger. Je veux juste 5 $ pour aller à la pharmacie. S'il a ses médicaments, peut-être qu'il arrêtera de tousser du sang. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la tempête. Daniel regarda Duke. Le chien semblait comprendre chaque mot, sa tête s'appuyant contre l'épaule de la petite fille, comme s'il acceptait son propre sacrifice pour sauver leur maître commun. Daniel Hayes, qui pensait avoir tout vu en 30 ans de carrière, la violence, la cupidité, la mort, réalisa qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi pur, ni d'aussi déchirant, que cette dignité à 5 $. Il se releva lentement, la décision déjà prise. Il n'allait pas acheter ce chien. Il allait honorer la dette de la ville envers ses héros. Daniel n'avait pas eu besoin de poser de questions pour comprendre que le temps pressait. Il avait pris la petite main gelée d'Émilie dans la sienne, et, suivi par Duke qui marchait d'un pas lourd et solennel, il s'était enfoncé dans les quartiers délaissés de la ville, là où les trottoirs ne sont plus déneigés et où l'espoir semble s'évaporer avec la lumière du jour. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin devant une bicoque délabrée, Daniel sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la météo. La maison semblait s'affaisser sous le poids du ciel gris, ses fenêtres voilées de givre ressemblant à des yeux aveugles. En franchissant le seuil, l'officier Hayes fut frappé par une odeur de renfermé, de froid humide et de maladie. À l'intérieur, le givre avait littéralement colonisé les murs, traçant des motifs de fougères glacées sur le papier peint décollé. Il n'y avait aucun ronronnement de chaudière, aucune chaleur accueillante. Le silence de la demeure n'était brisé que par un bruit erratique, un râle sec et métallique qui provenait du salon. Sur un canapé dont les ressorts semblaient sur le point de percer le tissu usé, un homme gisait sous un monticule de couvertures disparates, des manteaux et de vieux tapis. C'était le père d'Émilie. À la vue de Daniel, il tenta de se redresser, mais une quinte de toux violente le plia en deux, une toux qui semblait déchirer ses entrailles. Cet homme n'était plus qu'une ombre, mais ses yeux, bien que creusés par la souffrance, possédaient encore cette étincelle de discipline qui ne trompait pas. Daniel le reconnut sans même connaître son nom. C'était un frère d'armes. L'homme était un ancien officier de l'unité K9. Des années plus tôt, lors de l'incendie criminel d'un immense entrepôt, il était resté dans le brasier pour s'assurer qu'aucun civil ne manquait à l'appel. La fumée toxique avait dévoré ses poumons ce soir-là, tandis que Duke, son fidèle partenaire, le traînait in extremis hors de l'enfer. C'était un héros, un homme dont le portrait aurait dû figurer au mur d'honneur du commissariat. Au lieu de cela, il était là,
brisé par une bureaucratie qui avait jugé ses blessures non conformes aux pensions complètes. Un homme que la ville avait utilisé jusqu'à l'usure avant de le jeter dans l'oubli. Le spectacle était insoutenable. Duke s'approcha immédiatement du canapé et se coucha tout contre son maître, offrant la seule source de chaleur stable de la pièce. Le chien posa sa tête massive sur le poitrail de l'homme, synchronisant presque son souffle sur celui, saccadé, du malade. Daniel regardait cette scène, le cœur au bord des lèvres. Toutes ses certitudes sur la justice, sur l'institution qu'il servait et sur le sens de son engagement s'effondraient. Voir ce héros déchu, protégé uniquement par la loyauté de son chien, alors que la société l'avait abandonné, était une insulte qu'il ne pouvait plus ignorer. Hayes comprit alors que sa mission ne faisait que commencer et qu'elle n'aurait rien de réglementaire. L'homme sur le canapé s'appelait Thomas. Sa voix n'était plus qu'un murmure rocailleux, comme si chaque mot devait se frayer un chemin à travers un champ de gravats. Entre deux inspirations sifflantes, il raconta à Daniel l'instant où tout avait basculé. Ce n'était pas un acte de témérité, mais un acte de foi. Le brasier de l'entrepôt était une gueule d'enfer, et la structure s'effondrait. « Duke ne m'a pas lâché », dit-il en posant une main décharnée sur la tête du chien. Les poutres tombaient, la chaleur faisait fondre mon équipement, mais il a mordu ma veste et m'a traîné sur 50 mètres. Duke poussa un léger gémissement, ses oreilles s'aplatissant comme s'il revivait le sifflement des flammes. Thomas continua, les yeux fixés sur un point invisible dans le vide. Après l'héroïsme, vint la réalité froide, des colonnes de chiffres. Sa retraite forcée pour invalidité s'était transformée en un labyrinthe administratif sans fin. Les assurances contestaient l'origine de ses lésions pulmonaires. Les factures de l'oxygénothérapie s'accumulaient comme des feuilles mortes. Et bientôt, les économies d'une vie de labeur s'étaient évaporées. J'ai vendu la voiture, puis les meubles. Tout ce qui restait, c'était Duke et Emily, conclut-il dans un souffle. Daniel écoutait, son poing se serrant si fort que ses articulations blanchirent. Une colère sourde, sournoise, montait en lui. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un sentiment de trahison. Il regarda son propre uniforme, le tissu impeccable, les galons dorés, et cet insigne d'argent qui brillait ironiquement dans la pénombre de cette pièce misérable. Pendant 30 ans, Daniel avait cru que cet insigne représentait la protection de la cité. Mais ici, dans cette tanière, il réalisait que la cité avait la mémoire courte et le cœur de pierre. Image de la structure interne d'un insigne de police classique, montrant les symboles de protection et de justice. Il sentit le poids de son écusson peser sur sa poitrine. À cet instant précis, Daniel Hayes cessa d'être un fonctionnaire de police en fin de carrière, préoccupé par ses jours de congé et ses annuités. Il redevint l'homme qu'il était le jour de son serment, un rempart. Il réalisa que son uniforme ne lui donnait pas seulement le pouvoir d'arrêter des criminels, il lui imposait l'obligation sacrée de ne jamais laisser un frère tomber. Il se tourna vers Émilie, qui le regardait avec une intensité insoutenable, puis vers Thomas. « Écoutez-moi bien », dit-il d'une voix dont la fermeté ne laissait place à aucun doute. « J'ai porté cet insigne toute ma vie, et je ne le laisserai pas devenir un mensonge. » Il posa une main sur l'épaule de Thomas, un geste de reconnaissance entre deux hommes qui avaient connu l'obscurité. « Vous avez sauvé cette ville. Aujourd'hui, c'est la ville qui va vous sauver. Je vous en donne ma parole d'officier et de frère. Vous ne passerez pas une minute de plus dans cet enfer après ce soir. » Daniel se releva, son esprit déjà en train d'élaborer un plan de bataille. Il savait que les règles ne suffiraient pas. Pour sortir Thomas et Émilie de ce gouffre, il allait devoir secouer les fondations mêmes du système, ou bien s'en passer. Daniel s'était installé dans la cuisine de la petite bicoque, son carnet de notes ouvert sur une table en formica tachée par le temps. Il pensait, avec une naïveté qu'il se reprochait déjà, qu'un coup de fil de l'officier Hayes
suffirait à débloquer les rouages de la machine. Mais la réalité fut une gifle glacée. Durant des heures, il enchaîna les appels, son combiné collé à l'oreille, naviguant dans un labyrinthe de musique d'attente et de transferts sans fin. Aux services sociaux, on lui demanda le numéro de dossier de Thomas. « Il n'en a pas, c'est une urgence vitale », s'agaça Daniel. La réponse tomba. Monocorde. Sans formulaire CERFA 302, complété en 3 exemplaires. Nous ne pouvons pas ouvrir de droit avant la commission du mois prochain. Daniel sentit sa tempe battre. Il appela les associations de vétérans, pensant trouver là une fraternité plus réactive. Mais là aussi, le mur était le même. « Monsieur Hayes, nous comprenons la situation, mais nos budgets pour l'aide au logement sont épuisés depuis novembre. Rappelez-nous au premier trimestre de l'année prochaine. » Le système qu'il avait servi avec dévotion pendant 3 décennies lui apparaissait désormais pour ce qu'il était. Un organigramme sans visage, une structure conçue pour gérer des chiffres, pas pour sauver des vies. Image de l'organigramme hiérarchique des services d'urgence et d'assistance sociale. À l'extérieur, le crépuscule tomba prématurément, emportant avec lui le peu de lumière qui restait. Dans le salon, le vieux radiateur d'appoint, qui luttait vaillamment depuis des heures, émit un dernier hoquet métallique avant de s'éteindre définitivement. Un silence de mort s'installa, seulement troublé par les quintes de toux de Thomas, plus faibles, plus inquiétantes. Daniel retourna dans le salon. Émilie était assise par terre, serrant Duke contre elle. À la lueur de la lampe de poche de Daniel, il vit l'espoir s'éteindre dans les yeux de la petite fille. Elle ne pleurait plus. Elle était entrée dans cette phase de calme léthargique que les sauveteurs redoutent le plus. Le moment où le corps et l'esprit cessent de lutter. Elle regardait son père, puis le policier, avec une résignation silencieuse qui disait « Toi non plus, tu ne peux rien faire ». Voir ce désespoir dans les yeux d'une enfant de 9 ans fut le déclic final. Daniel regarda son téléphone, puis l'obscurité de la pièce. Il avait essayé de passer par la grande porte, celle des lois et des procédures, et elle était restée close. Le système était en train de laisser mourir l'un des siens, un héros de l'ombre, par pure négligence bureaucratique. Hayes ferma son carnet d'un geste sec. S'il ne pouvait pas ouvrir la porte, il allait devoir enfoncer le mur. Il n'était plus question de formulaire, mais de survie. Il se saisit de sa radio de service, non pas pour appeler la centrale, mais pour contacter ceux qui, au-delà des règlements, se souvenaient encore du sens du mot « honneur ». Daniel sortit sur le perche de la maison, là où l'air était si froid qu'il semblait se cristalliser dans ses poumons. Il regarda la rue sombre, les maisons closes, l'indifférence du monde. Il savait qu'en faisant ce qu'il s'apprêtait à faire, il risquait un blâme, peut-être même la fin de sa carrière. Mais en pensant au regard éteint d'Émilie, sa décision était déjà prise. Il décrocha sa radio de service, non pas pour appeler la centrale de commande, mais pour se caler sur une fréquence bleue, un canal non officiel utilisé par les patrouilleurs pour échanger hors des oreilles de la hiérarchie. Il appuya sur le bouton d'émission. Sa voix, d'ordinaire si calme et assurée, trahissait une émotion brute. « Ici l'officier Hayes, matricule 4412. Je m'adresse à tous ceux qui portent ou ont porté l'insigne. Je suis actuellement rue des Peupliers, devant la carcasse d'une maison qui gèle. À l'intérieur, il y a un frère, un ancien du K9, dont les poumons ont été brûlés en sauvant des vies dans l'incendie de l'entrepôt de 2014. Il est seul, sans chauffage, sans médicaments, avec sa fille de 9 ans. » Daniel fit une pause, cherchant ses mots, alors que le vent sifflait dans le micro. Sa petite fille était sur le trottoir ce matin. Elle essayait de vendre Duke, son chien de patrouille, retraité, pour $5. $5 pour acheter des pilules à son père. La bureaucratie l'a oublié. Les dossiers sont perdus. Les budgets sont vides. Mais nous, est-ce qu'on oublie? Il prit une inspiration tremblante avant de lancer son cri de ralliement. Un frère se noie sous mes yeux.
Un héros meurt dans l'ombre. Qui vient m'aider? Il relâcha le bouton. Un silence radio de plomb s'installa. Durant de longues secondes, Daniel n'entendit que le grésillement statique de la fréquence, un bruit blanc qui semblait confirmer sa plus grande peur, celle que chacun soit devenu trop cynique, trop fatigué pour s'occuper du malheur d'autrui. Le silence était angoissant, pesant, comme si l'obscurité de la rue avait englouti son appel. Puis, soudain, un clic. Ici l'unité 22B. Je suis à 10 minutes. J'ai 2 chauffages d'appoint dans mon garage et du bois sec. J'arrive, Daniel. Un autre clic, plus immédiat. Ici l'officier à la retraite Miller. J'ai entendu le message. Ma femme est infirmière. On prend la trousse d'urgence et on arrive. Tenez bon. Puis ce fut une avalanche. Les voix se succédèrent, se chevauchant presque. Des patrouilles en service, des vétérans sortis de leur sommeil, des répartiteurs qui promettaient de faire suivre le message. La fréquence, autrefois silencieuse, devint un brouhaha de codes radio et de promesses d'entraide. Le 5-0, la grande famille bleue, venait de se réveiller. Ce n'était plus une question de règlement ou de juridiction. C'était une dette d'honneur qu'ils s'apprêtaient tous à rembourser. Daniel, les larmes aux yeux, regarda vers le ciel. La tempête grondait toujours, mais il savait que la chaleur était en route. Le silence de la rue des Peupliers fut d'abord brisé par un vrombissement lointain, une rumeur de moteur qui semblait faire vibrer le sol gelé. Daniel, debout sur le porche, vit apparaître au bout de l'avenue une lueur bleue, puis une autre, et bientôt une guirlande infinie de lumières clignotantes qui déchirait l'obscurité. C'était une scène irréelle, presque onirique. Une file interminable de patrouilleuses, de pick-up et de voitures civiles remontait la ruelle. Par un respect tacite et solennel, aucune sirène ne hurlait. Seuls les gyrophares balayaient les façades lépreuses de leurs éclats bleutés, transformant la misère du quartier en un théâtre d'espoir. Les portières claquèrent en cadence. Des hommes et des femmes en uniforme. Certains encore en service, d'autres en civil. Le visage marqué par le sommeil ou la fatigue, envahirent le petit jardin. Ce fut une opération tactique d'un genre nouveau, une mission de sauvetage où les armes avaient été remplacées par la solidarité. Daniel vit 2 officiers décharger de leurs coffres des bidons de fioul pour alimenter la cuve vide. D'autres transportaient des radiateurs électriques neufs, tandis qu'une patrouille arrivait les bras chargés de sacs de provisions et de couvertures thermiques issues des stocks de secours. Au milieu de cette effervescence, une silhouette familière s'approcha de Daniel. C'était le docteur Vance, le vétérinaire en chef de l'unité K9. Il n'avait pas attendu l'aube. Il entra dans la maison, s'agenouilla directement auprès de Duke et commença à l'ausculter, avec la douceur que l'on doit aux vieux guerriers. Il est épuisé, Daniel, mais son cœur est solide, murmura-t-il après quelques minutes. Il a juste besoin de chaleur et de nourriture, comme son maître, image de la structure d'un réseau de solidarité communautaire, montrant l'interconnexion des membres. À l'intérieur, la maison, autrefois tombeau de glace, changea de température en quelques minutes. La chaleur des radiateurs se mêlait à une chaleur humaine bien plus puissante. Les rires étouffés, les ordres donnés à voix basse pour organiser le rangement de la cuisine, et le bruit réconfortant d'une soupe que l'on faisait chauffer sur un réchaud de camping créèrent une atmosphère de fête improvisée. Émilie regardait tout cela, immobile au milieu du salon, son petit visage baigné par les reflets bleus des gyrophares qui continuaient de tourner à l'extérieur. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que le monde venait de décider qu'il ne disparaîtrait pas. Daniel observa un jeune officier remettre discrètement une enveloppe épaisse à Thomas. À l'intérieur, des billets froissés, des chèques, le résultat d'une collecte faite en quelques minutes sur les ondes. C'était bien plus que les 5 $ réclamés par Émilie. C'était la promesse d'un avenir, le paiement d'une dette que la bureaucratie avait ignorée. En voyant ses collègues se relayer pour apporter du bois ou simplement poser une main fraternelle sur l'épaule de Thomas,
Daniel ressentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il réalisa que la véritable force de l'uniforme n'était ni dans le pouvoir, ni dans l'autorité, mais dans le cœur de ceux qui le portaient. Ce soir-là, sur la rue des Peupliers, la police n'avait arrêté personne, mais elle avait sauvé l'essentiel, l'humanité. Le dégel était arrivé avec une douceur inattendue cette année-là. Le long d'Oak Ridge Avenue, la neige sale et les plaques de verglas n'étaient au plus que des souvenirs que le soleil d'avril s'empressait d'effacer. La vie reprenait ses droits, timide mais obstiné. Daniel Hayes gara sa voiture de patrouille devant la bicoque de la rue des Peupliers, pour ce qui serait l'un de ses derniers arrêts avant de rendre son badge. Mais cette fois, la maison qu'il avait devant lui ne ressemblait en rien au tombeau de glace qu'il avait forcé quelques mois plus tôt. La façade avait été repeinte d'un blanc crème chaleureux. Le toit avait été réparé, et la fumée qui s'échappait de la cheminée n'était plus un cri de détresse, mais le signe d'un foyer vivant. Sur le porche, Thomas était debout. Il ne ressemblait plus à l'ombre agonisante sur un canapé défoncé, bien qu'il dût encore s'aider d'une canne et qu'un petit tube à oxygène portatif l'accompagne discrètement. Ses joues avaient retrouvé leur couleur et son regard, sa profondeur. Les soins médicaux de pointe, financés par la fondation créée par les collègues de Daniel, avaient accompli ce que la bureaucratie jugeait impossible. Dans le jardin, le spectacle était plus beau encore. Émilie, débarrassée de ses manteaux informes et de son angoisse d'adulte, courait dans l'herbe fraîche. Son rire, clair et cristallin, résonnait comme une musique que Daniel n'aurait jamais cru entendre ce matin-là, près de la grille du parc. À ses côtés, Duke semblait avoir rajeuni de 5 ans. Le vieux K9 sautait, la queue battante. Ses oreilles dressées non plus pour le danger, mais pour le jeu. Il n'était plus à vendre. Il n'était plus un fardeau. Il était, comme il l'avait toujours été, le cœur de cette famille. Daniel descendit de voiture et s'appuya contre la portière, observant la scène en silence. Dans son casier au poste, sa lettre de départ à la retraite était déjà signée. Pour beaucoup de flics, la fin de carrière est un saut dans le vide, une perte d'identité brutale. Mais Daniel, lui, se sentait étrangement léger. Durant 30 ans, il avait cru que sa valeur se mesurait au nombre de suspects menottés ou au respect des procédures. Il s'était trompé. Image de la courbe d'épanouissement personnel montrant l'importance des actes altruistes en fin de carrière. Il comprit alors que son acte de service le plus noble, celui qui justifiait à lui seul 3 décennies de patrouille, n'avait pas été une arrestation spectaculaire ou un acte de bravoure sous le feu. Son chef-d'œuvre, c'était d'avoir écouté une enfant qui vendait son chien pour 5 $. C'était d'avoir transformé un règlement de police en un pacte de fraternité. Thomas lui fit un signe de la main, un salut militaire lent et respectueux, que Daniel lui rendit avec un sourire sincère. L'officier Hayes remonta en voiture, rangea son thermos et démarra. Il quittait la force, mais il partait l'esprit serein, emportant avec lui l'image d'une petite fille qui riait et d'un vieux chien qui n'aurait plus jamais froid. Pour Daniel, le printemps n'était pas seulement une saison. C'était la preuve que tant qu'il y aurait des hommes prêts à répondre à l'appel d'un frère, aucune nuit ne serait jamais assez longue pour éteindre l'espoir.